Bien, donc après avoir vu un petit peu les mécanismes par lesquels se fait la cristallisation équilibrée, puis se fait la cristallisation fractionnée, comment évolue un magma en fonction de la nature de la cristallisation, on va voir un petit peu quel est l'effet de la pression sur la succession des minéraux qui se forment dans un magma de composition basaltique en général, mais c'est valable pour les magmas d'autres compositions. Bien. L'ordre de cristallisation, comme vous le savez, vous le déterminez d'un point de vue textural, c'est-à-dire sur la masse, les minéraux automorphes sont les premiers à cristalliser, puis subotomorphes, puis xénomorphes. Les éléments inclus dans d'autres minéraux cristallisent avant ces minéraux. La relation texturale entre les minéraux pris 2 à 2 vous permet d'avoir une idée sur la succession de l'apparition des minéraux dans les différentes roches magmatiques. Bien. Alors, cet ordre de cristallisation, vous allez voir, il dépend beaucoup de la pression. Et cela, on s'en rend compte de façon très simple sur ce diagramme, donc qui est un diagramme pression-température expérimental. Vous avez donc sur l'axe des axes les températures, et vous avez ici les pressions qui sont données en gigapascal. Je vous rappelle que 1 gigapascal, c'est 10 kilobars, c'est à peu près 33 km de profondeur. D'accord? Et on va considérer un système basaltique, un basalte, dans lequel on définit le liquidus, ici, au-delà duquel tout le système est liquide, c'est fondu, et un solidus, en deçà duquel, sous les pressions et les températures duquel tout le système est solide, et vous avez tout ce qui est situé entre le liquidus et le solidus, qui correspond l'équilibre, au domaine d'équilibre cristaux-liquides. D'accord? Donc, la cristallisation se fait de droite vers la gauche, vers la baisse de la température. On va considérer différentes pressions de cristallisation de ce mètre et on va voir quelles sont les successions possibles des minéraux dans un magma basaltique. Et on va commencer par un basalte qui sort à l'extérieur, donc qui est extrudé par l'intermédiaire d'un appareil volcanique. D'accord? Donc on est à la pression atmosphérique, donc en présence d'une lave, à la température croissante. On est donc quelque part ici, vers les très très basses pressions, pression atmosphérique. Et vous allez voir, si on fait une flèche de droite à gauche, comme on va le mettre ici, vous voyez, de droite à gauche, on va avoir la succession. L'olivine va cristalliser en premier, le plagioclase va la suivre, après olivine seule, puis 5 cristallisations olivine plus plagioclase, puis ici olivine plus plagioclase plus clinopyroxène, d'accord? Puis l'apparition de l'ilménite, qui est un opaque de fer et de titane, qui cristallise à la fin. Ok? Donc voilà, la pression atmosphérique. Si maintenant la pression monte, c'est-à-dire si j'ai une cristallisation du magma dans une chambre magmatique relativement profonde, l'ordre de cristallisation ne va plus être le même, mais on va prendre de 0,1 à 1 gigapascal, 0,5, c'est-à-dire d'ici de 5 kilobars jusqu'à 10 kilobars, donc à une profondeur comprise entre 15 et 30 km de profondeur. Donc je suis quelque part par ici. La succession est la suivante. C'est là, ça n'est plus l'olivine qui est la phase liquidus. On dit la phase liquidus, c'est-à-dire la phase qui apparaît en équilibre avec le liquide. On appelle ça une phase liquidus. Ça n'est plus l'olivine qui est la phase liquidus, mais c'est un plagioclase qui cristallise en premier. D'accord? Ah, la succession, donc, c'est le plagioclase, d'accord? Plus, après, on va avoir l'olivine, le CPX qui va apparaître tous les deux, puis l'ilménite qui apparaît à la fin. Vous voyez, la pression change l'ordre de cristallisation. C'est le plagioclase qui est automorphe maintenant, qui va former des phénocristaux, de grands phénocristaux dans une chambre magmatique, la cristallisation allant vers évidemment la formation de roches plutôt de composition générale gabbroïque. On est d'accord. Augmentons de nouveau la pression, et on va aller à une pression d'environ
un peu moins de 2 gigapascales, donc de 20 kilobars, c'est-à-dire d'une soixantaine de kilomètres de profondeur. Nous sommes déjà, ça dépend de la nature de la croûte, est-ce qu'on est dans une croûte épaissie à la base de la croûte, ou si on est déjà dans le manteau supérieur, et vous savez que dans le manteau supérieur, dès que les magmas se mettent en route vers la surface, la cristallisation peut déjà commencer. À cette profondeur, ça n'est plus ni l'olivine ni le plagioclase qui sont les phases liquidus, mais c'est le clinopyroxène qui est la première phase à cristalliser. D'accord? Le clinopyroxène, puis le plagioclase, ici, vous voyez, puis l'ilménite. L'ilménite aussi qui cristallise avec un petit peu de grenat qui apparaît à la fin. Attention, le grenat, on est au domaine magmatique, le grenat peut tout à fait être un minéral de la cristallisation des magmas. Ok? Vous remarquerez que l'olivine ne cristallise plus à ces profondeurs-là. Si on va à des profondeurs extrêmes, au-delà de 3,2 gigapascal, vous voyez, la première phase qui apparaît, phase liquidus, c'est le grenat. C'est lui, il va former des minéraux bien automorphes, suivi du clinopyroxène. D'accord? Donc, bien retenir que la nature des phases qui cristallisent dans un magma basaltique dépend de la pression de confinement de mon liquide. À la surface, quand il y a extrusion, il y a un ordre de cristallisation précis, plus la pression monte, plus cet ordre de cristallisation change. Maintenant, on va aller dans cette chambre magmatique et on va imaginer que nous avons une cristallisation fractionnée, donc avec séparation, mais dans un système fermé. Fermé, c'est-à-dire que ce système n'échange que de l'énergie avec l'extérieur, il n'échange pas de matière. Autrement dit, j'ai une chambre, que j'imagine ici, et cette chambre est alimentée une seule fois par le magma. Il n'y a pas de magma qui vient réalimenter la chambre. Une seule fois. La chambre se remplit, et puis tout s'arrête. Elle est fermée, et la cristallisation va commencer dedans avec une baisse de la température qui est faite lentement. D'accord? Donc on imagine cette chambre d'une taille relativement importante. Je n'ai pas mis l'échelle, mais ici vous pouvez imaginer quelques kilomètres de hauteur et quelques kilomètres de largeur, si on veut, de la chambre magmatique. Ça correspond à des massifs pluricolométriques, comme il en existe beaucoup notamment dans les chaînes de montagnes. Ok. Première chose, quand vous avez le magma qui arrive, qui ferme, vous avez la base de la chambre, est généralement plus chaude que le haut de la chambre, ne serait-ce que par le gradient géothermique. S'il y a plusieurs kilomètres là, l'environnement extérieur ici est à faible température, l'environnement extérieur ici est à forte température. Donc il y a un contraste de température entre le haut et le bas. Ce contraste de température induit automatiquement un mouvement de convection à l'intérieur de la chambre. Alors attention, la convection, il ne faut pas la considérer comme la casserole qui est en train de bouillir sur le feu de la cuisine. Il y a aussi une convection. Elle n'est pas due à la chaleur qui est en bas, c'est un peu un des moteurs. Mais le plus important, c'est que ce qui est en haut, il devient froid, plus froid que ce qui est en bas. Devenant froid, il devient plus dense. Et en étant plus dense, il se met à descendre sous l'effet de sa propre masse, si on veut. D'accord? Donc tout ce qui va ici, c'est plus froid. Et il est entraîné vers le bas par sa forte densité pour faire la convection. Ce qui est chaud ici est plus léger, moins dense, et il se met à monter vers le haut. Alors, vous voulez faire l'expérience de ça? C'est très simple. Vous prenez un verre d'eau, vous mettez du sirop dedans, dans le verre. D'accord? Et vous avez, tout le verre est à la température de la pièce dans laquelle vous êtes. Vous prenez des glaçons. Vous ouvrez votre frigidaire, vous prenez des glaçons et vous les mettez dans l'eau avec le sirop.
faut que le sirop soit bien mélangé et vous le mettez. Vous mettez et vous allez avoir une partie froide en haut et une partie plus chaude en bas. Et regardez, approchez-vous beaucoup du verre et regardez le mouvement que fait le sirop en haut de votre tranche d'eau. Regardez et vous verrez que le sirop, il descend par les parois du verre, il descend, il arrive en bas et il remonte au centre. Faites cette expérience chez vous, vous allez voir, c'est quelque chose de très frappant et ça démontre vraiment ce qu'est la convection, contrairement à l'exemple où on dit je prends ma soupe, je la mets sur le feu et puis je vois que ça monte au milieu, ça bout, puis ça descend le bord. C'est aussi de la convection, due au même processus. Mais on est un peu trompé par le fait qu'il y ait une grosse chaleur. Alors que si vous prenez un verre d'eau froide, vous faites juste baisser la température en haut du verre et vous avez une convection qui se met en route de façon passive. Si vous voulez, je n'ai pas besoin d'un moteur énorme pour le faire. Dès que du matériel en haut est froid, il devient dense et il se met tout de suite à descendre vers le bas. Donc, le magma primitif qui est chaud ici monte dans la partie axiale, ici. Il monte vers le haut et il se refroidit en descendant sur les bords. Quand il descend sur les bords en se refroidissant, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il cristallise. Il cristallise des minéraux. Et vous avez ici donc le mouvement de convection. Et vous avez ici les phénocristaux qui commencent à se former. Tous les points noirs qui sont là, qui se mettent à se former. Quand ils se forment, qu'est-ce qu'ils font? Ils acquièrent aussi possiblement une forte densité et ils descendent vers le bas de la chambre. Vous voyez, ils descendent vers le bas de la chambre. Ils peuvent former des strates ou des couches d'accumulation des minéraux qui se sont formés ailleurs. C'est ce qu'on appelle des cumulats. Alors, il existe beaucoup d'exemples de ces chambres-là. L'exemple le plus célèbre dans le monde et peut-être unique dans le monde qui correspond à une seule chambre magmatique qui a été remplie par du magma en une seule fois et qui a évolué en système fermé, c'est le fameux massif du Skaergård. Alors je vous l'écris ici de façon à ce que vous fassiez une recherche et allez voir les images des cumulats, c'est-à-dire de l'accumulation de ces minéraux à la base de la chambre ou à différents endroits de la chambre. Alors, je vous l'écris ici, massif du Skaergård. Voilà, Skaergård, il y a une erreur, c'est un cas. Voilà, Skaergård, il est dans le Groenland. C'est dans le Groenland. Groenland. Allez faire une petite recherche sur ça, vous serez très frappé par ces litages magmatiques et ces figures qui sont le témoin évidemment de la séparation des cristaux, des meltes dans lesquels ils se sont formés pour aller former des cumulats ailleurs. Comme on en a parlé tout à l'heure sur le diagramme de phase, on a dit on forme des olivines et ces olivines sont séparées parfois par leur propre densité qui est plus forte que celle du liquide, mais qui vont aller s'accumuler. Mais il n'y a pas que le mécanisme de la sédimentation, c'est-à-dire de séparation des cristaux du liquide sous l'effet de leur propre poids ou de leur forte densité. Il y a aussi d'autres mécanismes qui peuvent être des mécanismes de courant de densité. Vous voyez ici, par exemple, vous pouvez avoir des accumulations de plusieurs cristaux qui vont former de grands amas, et ces amas, au bout d'un moment, paf, ils se mettent à se déverser sur le fond de la chambre, comme si vous aviez un gros camion chargé de briques ou je sais pas quoi, et que le camion lève la benne pour vider tout ce qui est dedans, et vous avez tout qui finit par former, si vous voulez, des minéraux qui s'appuient les uns sur les autres. C'est ce qu'on appelle des cumulats. Les textures de ces roches, attention, sont différentes de ce qu'on appelle les textures grenues. Ce ne sont pas des textures grenues. Les textures grenues sont témoins d'une cristallisation équilibrée, alors que les textures de cumulats comme celle-ci sont témoins de fractionnement des cristaux à partir du liquide. Ok? Alors mieux que ça,
c'est que quand vous avez les cumulats ici, si vous faites les analyses chimiques de ces cumulats ne représentent jamais la composition des liquides à particules qui se sont formés. Les cumulats, les minéraux se sont formés là, en équilibre avec ce melt, donc c'est ce melt qui leur a donné l'essence. Ce melt, on n'en a plus trace, puisque ces cumulats vont se séparer, ils vont venir s'accumuler ici. Si vous analysez cette roche, vous n'obtiendrez pas une composition de liquide, vous obtiendrez une composition de roche, qui est par exemple, si c'est un cumulat où il n'y a que de l'olivine, et ben vous analysez la roche, vous aurez une composition d'olivine. Ce n'est pas une composition du magma basaltique qui a cristallisé l'olivine. En revanche, si vous analysez l'olivine elle-même et que vous trouvez la composition en éléments en trace, en éléments majeurs, et que vous connaissez les coefficients de répartition, d'accord, vous pouvez retrouver par cette fameuse équation D, si vous connaissez le coefficient de répartition, D est égal à la composition dans le solide que vous avez, puisque vous avez les olivines, divisé par la composition du liquide. Si vous avez D et que vous avez la composition du solide, vous pouvez déduire la composition du liquide qui était en équilibre, c'est-à-dire la composition de celui-là. Et c'est sur la composition de ce liquide que vous pouvez faire un raisonnement pétrologique. Vous ne pouvez pas faire un raisonnement pétrologique sur le cumulat. Le cumulat, vous pouvez nous dire qu'il est formé par telle olivine, cette olivine a cette composition, les textures elles de telle, ce qui témoigne d'accumulation par gravité ou par courant de densité. Vous pouvez donc faire des raisonnements sur la dynamique qui se passe dans une chambre magmatique, la dynamique du fractionnement. Mais vous ne pouvez pas faire des raisonnements sur les melts. Or, en pétrologie magmatique, seules les réflexions ou les interprétations faites sur la composition du liquide qui est valable. Celle du cumulat, elle ne fait qu'apporter des informations pour retrouver la composition du melt, puisque c'est la composition du melt qui est considérée dans tous les diagrammes de discrimination, dans tous les diagrammes d'interprétation, etc. Donc, si vous avez le temps, allez voir le massif du Skjergård. Et si on a l'occasion, nous, je vous montrerai plein de petites images très intéressantes, qui concernent les massifs stratifiés. On les appelle ça les LMI. LMI, ce sont les intrusions mafiques stratifiées. Et vous verrez que dans les stratifications que vous avez dedans, ça ressemble énormément à ce que l'on connaît dans les roches sédimentaires, que ce soit en milieu fluviatile ou en milieu marin, où vous avez des couches avec des figures de charge, avec une polarité, avec les stratifications entrecroisées, avec les biseautages, avec tout ce que l'on connaît dans les roches sédimentaires, on peut le retrouver dans les roches magmatiques, mais ça fait partie d'une dynamique qui se passe à l'intérieur de la chambre. Très bien. Donc, je reviens sur la dynamique qui se passe dans les chambres magmatiques. Le liquide léger monte au milieu de la chambre, il se refroidit, il acquiert une forte densité, il descend. Quand il descend, il cristallise des minéraux. Ces minéraux peuvent aller se redistribuer au fond de la chambre en formant ce que l'on appelle des cumulats. Bien. On continue. Voilà. Des cumulats. C'est ce qu'on appelle le fractionnement convectif, c'est-à-dire séparation cristaux liquides liés à la convection, à ce mouvement de la matière dans le liquide. Bien. Alors, je reviens juste sur une petite notion ici que je n'ai pas donnée. En pétrologie magmatique, quand on fait des modélisations, quand on essaie de comprendre quelle est l'origine du liquide initial, ce qu'on appelle le magma parental, le magma parent de toutes les variétés pétrographiques qui vont découler par cristallisation fractionnée, ce magma parental, il est issu de la fusion partielle d'une source, il arrive dans une chambre, il se met à cristalliser pour former différentes roches qui peuvent aller du basalte, andésite basaltique, basalte andésitique, d'acide, trachyte, jusqu'au granit. Ça peut aller jusqu'au granit sans le moindre problème. Ok? Donc, ce melt parental, ce magma parental, il est important. Est-ce que sur un massif
que l'on a qui représente une chambre magmatique. Hein. Quand vous avez un grand massif dans la nature, il était au départ une chambre magmatique, il est arrivé à la surface à la faveur de l'érosion. Si vous allez sur le bord de ce massif, et vous allez trouver ce qu'on appelle, vous voyez ce qui est ici en trame à point, ici, c'est ce qu'on appelle la bordure figée. La bordure figée, c'est-à-dire que quand vous avez le magma qui arrive du manteau supérieur, ou qui arrive d'une autre chambre plus profonde et qui se met dans une nouvelle chambre, au contact de l'encaissant, quand il fait sa place pour se mettre dans la chambre, au contact de l'encaissant, le magma va refroidir très vite, et il va cristalliser très vite, et il forme une épaisseur de plusieurs mètres, parfois de plusieurs dizaines de mètres, parfois de quelques centimètres, ça dépend de la taille de l'intrusion, qu'on appelle la bordure figée, celle-là. Et c'est une bordure figée. Ben, si vous avez la chance de trouver cette bordure figée, sa composition est très proche de la composition du magma parental, du magma initial qui s'est mis dans la chambre. Et c'est à partir de lui, de cette composition-là, que vous pouvez faire, par exemple, vos modèles de cristallisation fractionnée. C'est pas toujours vrai, parce que parfois, vous avez l'encaissant qui est ici, qui va contaminer cette partie-là, et donc vous allez avoir une composition qui est un petit peu altérée. Mais parfois, on peut avoir la chance d'avoir une vraie bordure figée, non contaminée, ce qui constitue en pétrologie quelque chose d'absolument fondamental, à partir duquel on peut faire tout le raisonnement de la cristallisation des différentes faciès qui peuvent se former. Bon, je continue ici. Si vous fractionnez ces minéraux, les liquides qu'il y a au-dessus ici, à partir duquel ces minéraux se sont formés, ils changent de composition, puisque vous leur enlevez des minéraux et donc des éléments chimiques. Ils changent de composition. Ils peuvent même se stratifier. Ces liquides peuvent se stratifier parce que quand ils évoluent, les liquides deviennent de plus en plus légers. Le plus léger va aller vers le haut, le moins léger un petit peu plus bas, etc. Donc vous avez ici E, D, F, ce sont des liquides différenciés. Ce sont donc des liquides résiduels qui restent après le fractionnement de ces différentes phases et qui sont donc des témoins de l'évolution. Rappelez-vous, le diagramme, on a dit composition A, B, C, on a la composition A, puis on a la composition B, puis on a la composition C. Ben là, c'est pareil, on peut avoir des magmas de différentes compositions qui vont évoluer par cristallisation en fonction de la composition qu'ils ont acquise par ces différents fractionnements. Alors, ce cas est rare. Ce cas est rare. Et il n'est pas très fréquent que vous ayez une chambre qui n'est pas réalimentée un bon nombre de fois. Donc, il évolue en système fermé comme le Skaergaard. C'est très rare. Mais, ça existe. La preuve, c'est le Skaergaard qui existe. Mais, ces chambres-là, généralement, restent en profondeur. Elles n'alimentent pas beaucoup le volcanisme vers la surface, puisque vous n'avez pas cette pression de liquide dans la chambre qui fait qu'elle est réalimentée, puis vous avez une extrusion, réalimentée, une extrusion. Généralement, le volume émis de lave à partir de cette chambre est négligeable par rapport au volume qui reste en profondeur et qui forme donc un massif avec des minéraux qui peuvent atteindre des tailles centimétriques. Bien. Alors, pour le fractionnement par gravité, on peut utiliser la même formule, si on veut, que celle qu'on utilise pour la sédimentation des roches, des grains qui vont former les roches détritiques. Vous savez, quand vous avez de l'eau et que vous avez des grains de sable ou des petits cailloux, des gros cailloux, chacun va sédimenter en fonction de sa densité, de sa taille, etc. Bon. Donc la vitesse, on peut donc raisonner en vitesse de sédimentation qui peut être valable aussi pour les magmas en général et les magmas basaltiques en particulier, parce que les magmas basaltiques sont moins visqueux que les magmas granitiques, donc ils peuvent permettre des mouvements de minéraux à l'intérieur, alors que les magmas granitiques sont visqueux déjà, donc les minéraux, même s'il y a un petit peu de fractionnement par gravité, généralement il est limité. C'est pour ça qu'on dit que les textures des granites sont plutôt des textures grenues, donc la roche représente la composition du liquide à partir duquel elle est cristallisée, alors que dans les basaltes, les roches, les magmas sont
moins visqueux, d'accord? Et donc le mouvement des particules ou des minéraux à l'intérieur peuvent être plus importants. Si donc on assimile la viscosité de ces magmas basaltiques est celle que l'on pourrait avoir dans l'eau, on peut appliquer la loi de Stokes, que vous connaissez bien, qui est calcule la vitesse de sédimentation, qui est égale à 2gr de delta rho sur état Q. Alors G, c'est l'accélération de la gravité, R, c'est le rayon de la particule, le cristal d'olivine, il a un rayon, ou le plagioclase, tout ce qu'on veut. Delta rho, c'est la différence de densité entre le magma basaltique ou le liquide et les cristaux, et état, c'est la viscosité du liquide. La viscosité, je vous rappelle que c'est la résistance à l'écoulement. Et si on fait ce calcul, on arrive à des choses relativement admises. Hein. Les cristaux typiques du magma basaltique, tels que les plagioclases, les oxydes ferrotitanés. Alors les oxydes ferrotitanés, c'est ceux qui ont une forte densité, l'olivine ou le pyroxène. Si on imagine qu'ils ont 1 mm de rayon, ce qui est très commun, hein, ils ont des vitesses 20 mètres par an pour le plagioclase, 500 mètres par an pour la magnétite. La magnétite, c'est un oxyde, d'accord, 500 mètres par an. Donc, si on tient compte de ces choses-là, un grand massif mettrait donc 10 000 ou 100 000 ans à 1 million d'années à cristalliser. D'accord, ça nous donne donc un temps de refroidissement, de cristallisation globale des grands massifs de gabbro, par exemple, qui mettent quand même un certain temps. Leur cristallisation n'est pas instantanée comme cela peut se passer au niveau de la surface. Même si en surface aussi, c'est pas instantané, ça met quelques jours probablement pour une cristallisation définitive. Donc, dans un système évoluant en système fermé, les liquides résiduels initialement en équilibre avec les cristaux sont moins denses que les magmas primitifs. D'accord? Les cristaux résiduels initialement en équilibre sont moins résiduels, ils poursuivent leur ascension. Vous avez par exemple, si vous avez un minéral qui a une densité inférieure à celle du liquide, il ne va pas descendre, il va flotter, il va aller vers le haut. Ça peut être le cas de certains plagioclases avec une certaine composition. D'accord? Donc, ils montent, ils se stratifient. Ces liquides aussi, ou ces minéraux, se stratifient en fonction d'une densité décroissante. Voilà. On a donc un réservoir composé d'une partie inférieure convective basaltique et une partie sommitale qui est stratifiée où s'accumulent les magmas intermédiaires et évoluent. Le volume de lave, comme je vous le disais tout à l'heure, à la surface est négligeable par rapport au volume total. On va s'arrêter là, mais je vous donne très rapidement, on n'aura pas la démonstration de ça, parce que c'est assez fastidieux, parce qu'il y a une incrémentation, il faut considérer des petits états d'équilibre entre une première phase, une deuxième phase, une troisième phase, et cela donc est compliqué. Mais je vous donne directement ici les équations du fractionnement, qui est très simple. Donc L sur C0, comme on a parlé tout à l'heure, la composition du liquide résiduel sur la composition du liquide initial est égale F d puissance d-1. Nous reviendrons là-dessus dès la prochaine fois en présentiel, j'espère. Je vous souhaite un bon week-end.